Salut à tous, au menu aujourd'hui, un ingénieur un peu fou, designer visionnaire et acharné, et un avion de chasse pour la route. Vous avez déjà entendu parler de la société Vector Aeromotive? Non? Eh bien tant mieux, car c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est parti! Le 12 juillet 1944, à Dearborn, Michigan, naissait Gerald Weigert, dit Jerry pour les intimes. Très bon élève, il rêve de devenir pilote de chasse, mais sa mauvaise vue l'empêchera de réaliser son rêve. Qu'à cela ne tienne, cet acharné deviendra ingénieur et designer automobile. Il n'aura dès lors plus qu'une seule idée en tête, construire et piloter lui-même un avion de chasse, mais à 4 roues. Alors tout ce qu'on sait du cursus de Jerry, c'est ce qu'il veut bien en dire lui-même, et cela reste difficile à vérifier et donc soumis à spéculation. Mais bon, j'ai trouvé plusieurs sources et j'ai essayé d'en faire une synthèse parce que là, c'est un vrai bordel. On raconte donc qu'il est diplômé du Centre d'études créatives de Détroit et du Art Center College of Design de Los Angeles et qu'il aurait remporté de nombreux concours de design. Une fois devenu ingénieur, il aurait commencé sa carrière professionnelle comme designer consultant chez Ford, Chrysler, Toyota ou General Motors. Et il prétend aussi être l'inventeur du jet ski, du quad et même du Airstream Motorhome. Vous savez, ce fameux van qui servait entre autres à transporter les astronautes de la NASA vers leur pas de tir. En 1971, il décide donc de monter sa propre compagnie, la Vehicle Design Force, tout un programme. Ah oui, il faut aussi préciser que le bonhomme est un boulard gros comme ça. Son but, construire la meilleure sportive américaine de tous les temps et concurrencer directement les Italiens comme Ferrari et Lamborghini sur leur propre terrain, en utilisant des technologies du futur directement issues de la construction aéronautique. Il s'installe donc en Californie et s'associe avec Lee Brown, un carrossier renommé de Hollywood qui customisait des véhicules sur mesure pour ses clients fortunés. En 1972, ils présenteront le premier aperçu de leur prototype à l'Auto Expo de Los Angeles, et pour paraître encore plus futuriste et agressif, Weigert lui donnera le doux nom de Vector. Il ne s'agit encore que d'une maquette à l'échelle 1, une coque en mousse de polyuréthane posée sur un châssis Porsche qui aurait dû être équipé d'un moteur rotatif de type Wankel de 220 chevaux. Ce prototype, très inspiré par la Carabo de Burton, attirera l'attention de nombreux journaux spécialisés, dont le très suivi Motor Trend qui lui offrira même la une. Fort de cette visibilité, Jerry se lance à la recherche d'investisseurs pour lancer la production de sa supercar. Et à partir de là, ce sera le début d'un véritable chemin de croix pour lui qui durera des décennies. Après avoir dû se séparer de son carrossier avec qui il s'était brouillé, parce que ça aussi c'était une de ses spécialités, il devra continuer à développer sa voiture tout seul, et ce n'est qu'en 1976 qu'il présentera un nouveau proto plus abouti, la W2, W pour Weigert et 2 comme le nombre de turbos devant finalement gaver un bon gros V8 américain. Le modèle définitif et roulant, lui, ne sortira qu'en 1978, et à cette occasion, il renommera sa société Vector Aeromotive, et pas Automotive, pour bien souligner l'influence aéronautique de sa voiture. Alors petit rappel avant de continuer, retenez bien qu'à ce moment-là, les sportives européennes étaient encore construites à l'ancienne, avec une coque en acier posée sur un châssis tubulaire soudé, et les moteurs V12 Ferrari ou Lamborghini ne dépassaient pas les 375 chevaux. Mais Weigert, lui, ne va pas se contenter de si peu. Son ovni américain sera donc propulsé par un small block Chevrolet en alu de 5,7 litres. Il y ajoutera 2 échangeurs RR, des pistons forgés, une injection Bosch Kg-tronic, tout ça pour atteindre les 600 chevaux et 800 Nm de couple. Sa vitesse de pointe sera annoncée à 389 km/h et son 0 à 100 en à peine plus de 5 secondes. Mais ses performances ne seront que théoriques car elle ne sera jamais testée sur piste. Pour la construction, pas de place au hasard ici. Jerry, fidèle à son rêve de gosse, utilisera comme promis les techniques et les matériaux directement issus de l'aéronautique. Pour rendre un avion à la fois rigide et léger, les avionneurs se basent généralement sur une structure semi-monocoque sur laquelle on vient rifter et non souder un revêtement en plaques d'aluminium. Cela permet de répartir les contraintes à la fois sur le châssis et sur la structure externe de l'appareil, tout en lui donnant une grande rigidité. Eh bien la W8 sera la première à utiliser cette technologie et son châssis sera donc lui aussi un châssis semi-monocoque composé de blocs d'aluminium extrudés collés à l'époxy puis riftés entre eux comme en aviation. Et pour pousser encore plus loin le mimétisme avec un avion, le plancher sera lui aussi fabriqué en structure nid d'abeille. Le pavillon sera quant à lui soutenu par une cage en acier chrome molybdène. Meilleur que l'acier au carbone, c'est ce type d'acier qui est le plus utilisé en aviation grâce à ses excellentes propriétés. Il est plus facile à façonner et à souder et il donne une plus grande rigidité tout en étant moins sensible à la corrosion. La coque, elle, sera faite à base de panneaux de carbone Kevlar et de fibres de verre pour plus de légèreté. La qualité des matériaux de fabrication sera même validée par la NASA. Ferrari ne commencera à utiliser ces matériaux sur ses véhicules de route qu'à partir de 1984 sur quelques pièces de la 288 GTO, puis en 1987 à plus grande échelle sur la F40.
Comme ces méthodes de construction n'avaient encore jamais été utilisées sur une voiture, Weigert prendra même le temps d'effectuer des tests de vieillissement en la faisant rouler sur plus de 160 000 km sans problème. Et l'intérieur n'est pas en reste, puisque l'habitacle est organisé comme un cockpit d'avion de chasse. Entre les deux sièges en cuir Recaro, pas de levier de vitesse, mais toute une série de boutons pour le réglage électrique des sièges. Le sélecteur de vitesse est renvoyé du côté gauche du conducteur et prend la forme et l'emplacement d'une poignée de gaz d'avion de chasse. Devant le volant, pas de compteur. Toutes les informations de conduite sont rassemblées sur un écran numérique multifonction monochrome qui, d'après le constructeur, était le même que ceux utilisés dans les jets de l'époque. 4 boutons, situés juste devant ce sélecteur de vitesse, permettent d'accéder aux différents menus qui gèrent des paramètres de la voiture. Autour de cet écran, on retrouve différents petits panneaux de contrôle couverts de boutons, de fusibles et de switches. Même les habituels commodos qu'on retrouve derrière le volant de n'importe quelle voiture sont remplacés par des boutons, à part les clignotants. Ça ne fait pas très cossu, mais par contre, c'est très aéro. Il y a même une commande pour le réglage d'un collimateur tête haute, mais malheureusement, il ne sera jamais installé sur la voiture. Chaque élément sera certifié qualité aéronautique et coûtera jusqu'à 10 fois plus cher que son équivalent automobile. Et il faut croire que la qualité était vraiment présente, puisque sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, tout était encore fonctionnel 35 ans après. Écran numérique, vitres et rétroviseurs électriques, éclairage, commodo, alors qu'il n'existe plus aucune pièce de rechange. La voiture étant enfin prête à 95%, Vector espère pouvoir commencer à vendre ses premiers exemplaires début 80. Mais comme je vous l'ai dit, les galères vont s'enchaîner. La firme reste très artisanale, les voitures sont extrêmement complexes à monter et doivent toutes être construites à la main, ce qui impose des délais de livraison qui ne cessent de s'allonger. De plus, Weigert a beaucoup de mal à trouver des investisseurs, et bien qu'il ait réussi à lever presque 13 millions de dollars, il ne sortira ses premières voitures qu'en 1989, sous l'appellation Vector W8 Twin Turbo. De nombreux panneaux de carrosserie en fibre seront alors remplacés par de l'aluminium, et finalement le moteur sera un V8 6 litres d'origine General Motors qui crachera tout de même 625 chevaux, soit comme je vous l'ai dit, beaucoup plus qu'une F40 ou une Countach de l'époque. Bien qu'elle soit plombée par une antique boîte auto à 3 rapports, elle atteint quand même la vitesse de 350 km/h, vitesse bridée par le constructeur faute d'avoir trouvé des pneus suffisamment performants pour encaisser plus. Avec son prix final de 450 000 $, contre 50 000 prévus au départ du projet, elle ne trouvera preneur qu'auprès d'une poignée de clients richissimes, prêts à tout pour gonfler leur collection. Il ne s'en vendra en tout et pour tout que 19 exemplaires entre 1989 et 1993, et ce pour plusieurs raisons. Comme il n'avait pas les moyens de se payer une véritable campagne de publicité, Weigert espérait gagner en visibilité grâce aux médias et au star system, mais il ne subira que des bad buzz. Lors de son passage dans l'émission Top Gear, qui n'a pas l'habitude de ménager ses montures, Jerry interdit à la production de faire un test de vitesse max, et les présentateurs ne se gêneront pas pour en parler. Pour les articles de presse, les 3 véhicules prêtés à des journalistes tombent tout en panne, et André Agassi, futur numéro 1 du tennis mondial, rendra son exemplaire suite à de trop nombreux problèmes de fiabilité. Et après tout ce bad buzz, Weigert fera sa plus grosse erreur stratégique, en annonçant la remplaçante de la W8 avant même d'avoir livré toutes les voitures à ses clients. Ceux-ci vont donc s'empresser d'annuler leur commande en attendant la nouvelle version plus performante, plus moderne, enfonçant encore plus la firme dans son gouffre financier. Donc après 20 ans de développement, plus de 50 millions de dollars d'investissement et devant le peu de succès de la marque, Vector se retrouve en grande difficulté. Et pour tenter de sauver sa boîte, Weigert sortira au salon de Genève 92 la VTEC WX3. Il s'agit en fait d'une version modernisée de la W8, avec des lignes adoucies, une coque entièrement moulée en carbone Kevlar, l'ajout d'un énorme aileron à l'arrière et une puissance de moteur pouvant aller de 600 à 1200 chevaux selon la motorisation choisie. Et pour plaire au plus grand nombre, il y présentera même une version roadster, la VTEC WX3R. Malheureusement pour lui, il reviendra de Suisse sans aucune commande, et il se fera ensuite tout simplement éjecter de la direction de sa propre compagnie par son principal investisseur Megatech, un industriel indonésien qui possédait aussi Lamborghini. Sur la base de la WX3, Megatech produira la Vector M12, qui perdra son V8 américain et aussi un peu de son âme au profit du V12 Atmo de la Diablo et d'un intérieur beaucoup plus classique. En 1999, seuls 14 M12 auront été vendus et Megatech revendra Lamborghini à Audi et les cendres de Vector à ses managers, le tout sur fond de magouilles et de fraude financière. Gerald Weigert revient donc aux affaires et commence à faire parler de lui dans les années 2000 avec un nouveau prototype, la WX8. Il s'agit d'une supercar boostée par un bloc V8 en aluminium de 10 litres de cylindrée qui doit cracher pas loin de 1850 chevaux et atteindre 450 km/h. Malheureusement, le projet ne se concrétisera jamais et le décès de Weigert en 2021 mettra un point final à cette aventure qui aura duré 50 ans. Gerald Weigert rejoindra ainsi la longue liste des constructeurs américains qui auront vainement essayé de se bâtir une réputation. Mais il aura aussi montré la voie à d'autres.
En effet, on retrouvera plus tard bon nombre de ces technologies avant-gardistes sur les supercars qui lui succéderont. Et il aura même eu le mérite de faire rêver le petit garçon que j'étais dans les années 80 et de faire toujours parler de lui après toutes ces années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la musique de YouTube, pouce bleu, commentaires, partage, etc. Quant à nous, on se retrouve dans les années 50 pour une prochaine vidéo. Tchuss!